On ne cesse de nous répéter que la richesse finira par se partager parce que le riche, lui, une fois rassasié, finit toujours par donner. Or, le riche, lui, n'a pas faim de pain, il a faim de pouvoir. Et le pouvoir, lui, ne connaît aucune forme de satiété. Regardez notre pays. Jamais les entreprises n'ont autant investi. Jamais l'innovation n'a avancé aussi vite. Jamais nos territoires n'ont été aussi connectés les uns des autres. L'économie ne reste pas en haut, c'est un mouvement. Alors on vous pose une question ce soir. Si ça, c'est pas du ruissellement, qu'est-ce que c'est ? Pour commencer ce débat, je pense qu'il est très important de définir le sujet. C'est le plus important. Et au sujet de l'économie de ruissellement, c'est quelle idée ? C'est l'idée que baisser les impôts, alors quel impôt ? Que ce soit aux entreprises, aux gens privés, du haut de la pyramide, aide au final la société tout entière. Alors comment est-ce qu'elle aide la société tout entière ? Parce qu'elle stimule investissement, production, emploi et in fine les salaires. Mais est-ce qu'en pratique, c'est vraiment ce qui se passe ? Bonjour, donc, je m'appelle Gaspard et je fais des études à l'ESCP dans le bachelor de management. T'es confiant ou plutôt nerveux ? Confiant, je vais voir, je vais donner et on va voir ce que ça donne, quoi. Ok, merci beaucoup. C'est la question qu'on se pose et c'est d'ailleurs pour cela qu'on est ici, pour y répondre. Et pour rebondir sur ce que Gaspard a pu dire, effectivement, lorsqu'on sait ce qu'est la théorie du ruissellement, de l'économie du ruissellement, on suppose qu'il y a une redistribution automatique du haut vers le bas. Or, ce mythe est donc inexistant. Et je vais vous donner une image. Voyez-vous, l'économie du ruissellement, c'est un peu comme l'histoire d'une pluie qui tombe toujours du même nuage. Mais voyez-vous, la pluie ne tombe pas toujours verticalement. Elle s'évapore avant d'atteindre le sol, emportant avec elle les paradis fiscaux. J'ai un amour pour les mots, ça fait maintenant plusieurs années. J'ai pu rejoindre et intégrer une merveilleuse association d'art oratoire. Je me suis toujours prêtée aux exercices du type plaidoirie et éloquence, mais jamais débat. Donc aujourd'hui, je suis vraiment là pour m'amuser, pour découvrir et repousser mes limites. Vraiment, j'ai très très hâte. Mesdames et messieurs, chers jurys, cher public, tout d'abord, il y a un problème de définition, puisque nous ne sommes pas d'accord sur ce qu'est le ruissellement. Le ruissellement, ce n'est pas une simple question fiscale, ce n'est pas une question d'impôt, mais c'est quelque chose d'encore plus grand. Le ruissellement, c'est un cycle complet, un cycle à part entière où les producteurs de richesses finissent par bénéficier à la société avec les richesses. On peut observer différents types de ruissellement qui vont émaner. Et j'aimerais me focaliser sur un type en particulier, l'innovation. Aujourd'hui, il y a un exemple qui a envahi nos vies. Tout a commencé par des investissements en recherche en développement, des investissements en matériaux. Cela aurait pu rester juste dans les films de science-fiction à l'époque. Et pourtant, grâce à ces investissements, grâce à ces prises de risques, le voilà dans nos poches aujourd'hui, le téléphone. Preuve qu'il a bien ruisselé, puisque à l'origine dédié à une élite, aujourd'hui, il est dans les poches de tout le monde. Le ruissellement, c'est une idée ambitieuse, financée par ceux qui créent de la valeur, qui émerge en haut, puis progressivement ruisselle pour améliorer le quotidien de toute la société. Alors Soren, 25 ans, et je suis un amoureux de la rhétorique. Ce que j'aime le plus, c'est croiser le fer, rentrer dans des débats de fond, de conviction et creuser les idées. Donc j'ai commencé en tombant dans la FFD, Fédération francophone de débat, et ensuite j'ai participé à différents concours où, par exemple, j'étais finaliste à l'école d'art oratoire en 2019 et demi-finaliste de Périclès il y a 2 ans. Alors, c'est très intéressant le téléphone, parce qu'une des grosses innovations du téléphone donc, qu'on connaît tous maintenant, c'est Apple. La plupart de nous l'avons dans notre poche actuellement. Et ce qui est intéressant avec cette société, c'est comment est-ce qu'elle a développé cette innovation qu'on utilise tous maintenant. C'est grâce à des subventions et pas justement à un changement fiscal. Et c'est toute la différence, c'est que d'où vient l'innovation. Et d'ailleurs, on a eu un prix Nobel de l'économie sur ça et qui développe ça.
c'est pas justement en baissant certains impôts spécifiques, que ce soit entreprise ou au privé, qu'ils permettent de développer cette innovation. Aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans les questions fiscales. Ce n'est pas l'objet du débat. Aujourd'hui, l'objet du débat, c'est de savoir si l'économie du ruissellement, elle fonctionne, oui ou non. Bon. Et je vais revenir sur les propos avancés par mon coéquipier. Il a mis en avant l'économie du ruissellement par l'innovation. Mais il y a un des facteurs qui est très important, c'est l'emploi. L'économie du ruissellement, aujourd'hui, elle fonctionne justement parce qu'elle crée des emplois. Quand une entreprise prospère, elle embauche. Quand une entreprise prospère, elle investit. Elle fait vivre tout un écosystème autour d'elle. L'économie du ruissellement, ce n'est pas un simple mouvement du haut vers le bas. C'est tout un cycle. Quand une entreprise prospère, elle crée des emplois. Elle verse des salaires. Elle fait travailler des fournisseurs et donc elle fait stimuler la consommation. Cette richesse, elle redescend vers les ménages et ensuite elle revient vers le haut. Les salariés consomment, payent des impôts et les entreprises réinvestissent. Autrement dit, la valeur créée en haut circule dans toute la société. Dire que le ruissellement fonctionne, c'est reconnaître une évidence. Sans ceux qui produisent de la valeur, sans ceux qui innovent, il n'y a pas d'emploi durable. C'est justement parce qu'il existe des entreprises qu'il existe des emplois. Alors, je ne suis pas particulièrement nerveux, j'ai hâte de découvrir le profil des orateurs qu'on va affronter et je pense qu'il y a aussi une excitation pour commencer le débat. Aujourd'hui, je pense qu'aborder également l'angle fiscal reste très intéressant. C'est vrai que je peux comprendre que vous vouliez écarter cette piste, puisque cela serait à votre avantage. Mais je pense qu'il faut aborder l'économie du ruissellement dans son entièreté. Et la manière dont vous l'abordez fait en sorte que vous niez totalement la valeur du travail collectif au profit d'un mérite individuel, détruisant le concept même de société. Ce ne sont pas les fortunes qui font les peuples, non. Ce sont les peuples qui font les fortunes, messieurs. Et le véritable ruissellement, c'est celui des efforts, des solidarités, des mains qui se tendent, non pas celui des dividendes qui s'évadent. Désolé. Alors, vous parlez de mérite individuel. Alors, le mérite, il revient à ceux qui produisent la richesse, puisque c'est grâce à eux qu'elle peut ruisseler. C'est-à-dire qu'on peut débattre de tout ce que vous voulez pour répartir les richesses. Mais s'il n'y a pas de richesse produite, pas de répartition. Pour revenir sur l'innovation et la production de richesse, on est tous les deux d'accord sur ça. L'innovation, c'est très important. Et ça crée des emplois, absolument. Et c'est peut-être là la petite nuance sur l'économie du ruissellement, c'est pas de dire que l'innovation n'aide pas à créer des emplois, au contraire, c'est clé. C'est de dire que l'économie du ruissellement n'est pas le facteur qui va produire le plus d'innovation. Et n'est pas le facteur qui va plus aider, in fine, au long terme, l'économie et la société entière. Et un exemple très clair, c'est la proportion à consommer. Quand on donne une subvention, une aide, à différents niveaux dans la société. Et ce qui est clair, c'est qu'au niveau les plus bas, il y a moins d'épargne, et donc dès qu'on subventionne, cet argent-là va bien plus dans l'économie, dans le cycle dans lequel vous parliez. Et donc, il y a un multiplicateur, le multiplicateur Keynes, qui est bien plus fort. Alors que quand c'est dans des niveaux bien plus élevés, c'est bien plus épargné. Ce qui fait que ça sort de l'économie. D'abord, je pense qu'il faut revenir sur quelque chose d'important. L'économie en France, elle n'a jamais autant ruisselé que depuis qu'on a atteint le plus fort taux d'emploi depuis 50 ans. Ça, je pense que c'est important de le rappeler. Et puis, ça serait intéressant de donner des exemples concrets. Donc, on va en avancer un, qu'on a travaillé avec mon coéquipier. Decathlon. Bon, Decathlon, magasin qu'on connaît tous. On part chez Decathlon, on va acheter un vélo et un ballon de foot. Et Decathlon, qu'est-ce que c'est ? Aujourd'hui, c'est plus de 25 000 emplois en France. Des milliers de fournisseurs, des ateliers, des stagiaires, des transporteurs, des services. Une seule entreprise qui fait tourner tout un écosystème autour d'elle. Voilà très simplement un exemple que le ruissellement prend vie. Et on pourrait en citer d'autres. Danone, Leroy Merlin. Elle crée des emplois parce que le ruissellement fonctionne. Elle redonne vie à nos territoires parce que le ruissellement fonctionne. Elle soutient nos familles et nos entreprises parce que le ruissellement fonctionne. Vous dites que le ruissellement fonctionne, vous prenez des exemples concrets, mais
Que dites-vous donc des inégalités qui persistent aujourd'hui sur notre territoire ? L'économie du ruissellement n'est qu'un mythe, puisqu'il n'entretient que la fiction d'une réussite qui finit toujours par profiter aux mêmes personnes. De plus, il va maintenir les citoyens dans une attente, l'attente d'un bénéfice qu'ils ne verront jamais. Alors, vous faites une confusion. Le système économique dans lequel on est implique qu'il y ait des inégalités. Tout le monde ne peut pas produire des richesses. Et il y a une raison assez simple, c'est l'aversion au risque. Parce que ce qui fait vraiment la différence, c'est la capacité à prendre des risques. Tout à l'heure, vous parliez de ceux qui ont des petites épargnes. Mais pensez aussi aux collectivités publiques. Elles ne peuvent pas miser leur argent, elles ne peuvent pas prendre le risque de le perdre. Et c'est justement cette force-là, ce levier entrepreneurial qu'il y a dans le privé. Et donc tout à l'heure, je vous parlais des investissements en recherche et développement. Alors, peut-être qu'il peut y avoir des subventions, mais le plus important, c'est que c'est de l'argent qui peut être dépensé à perte. Et donc, il y a forcément un risque de perdre cet argent. Et donc, qui peut prendre ces risques aujourd'hui, si ce n'est des investisseurs courageux, des audacieux, qui font vivre la French Tech, la biotech, l'intelligence artificielle. Et donc, à tous ceux-là qui financent l'audace, ce sont ceux qui peuvent permettre les ruptures technologiques, qui peuvent nous permettre de créer des géants industriels. C'est un cycle. Le risque privé engendre la rupture technologique qui engendre la prospérité. J'aimerais juste revenir sur le concept du privé, parce qu'on n'est pas du tout en train de débattre entre le public et le privé. On n'est pas du tout contre le privé, au contraire, c'est clé pour l'économie. Le problème, c'est que le privé marche sans ce ruissellement-là. C'est-à-dire que le ruissellement ne marche pas quand, justement, il y a des baisses directes d'impôts sur ce privé. Petit exemple tout simple, au Royaume-Uni, septembre 2022, ils ont une élection, ils élisent Liz Truss en tant que Premier ministre. Elle a un mini-budget clair, limiter le budget et limiter les taxes. Comme vous le savez, je pense tous ici, elle a duré 3 semaines parce que même les marchés financiers n'étaient pas d'accord avec ce qu'elle disait et elle a été forcée de démissionner parce que ce n'était pas un projet qui allait marcher. Bon, alors d'abord, j'aimerais revenir sur un point. Le privé ne fonctionne pas, enfin les entreprises fonctionnent sans ruisseler. Bon, il faudra nous expliquer comment, parce que sans valeur créée en haut, excusez-moi, mais il n'y a rien à ruisseler en bas. On va revenir sur un exemple concret. Tout à l'heure, on vous parlait de Decathlon. Il y a quelques années, Danone, une entreprise qu'on connaît tous, a réinvesti ses bénéfices et une partie de ses bénéfices pour s'implanter dans un petit village qui s'appelle Brive-la-Gaillarde. Bon. C'est dans le sud-ouest de la France, ça compte à peu près 40 000 habitants. Danone, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont créé l'un des plus grands sites européens de production alimentaire pour enfants. Grâce à cette usine, il y a des centaines d'emplois qui ont été créés. Mais le vrai effet, il s'est vu dans les villages voisins. Les producteurs de lait ont signé des contrats, les transporteurs locaux ont recruté, les artisans ont travaillé pour les ateliers de Danone. Je suis désolé, mais la richesse économique de Danone, elle est bel et bien descendue vers les zones rurales, elle a irrigué des villages, elle a soutenu des familles et elle a renforcé notre tissu local. C'est ça l'économie du ruissellement. Et c'est ce qu'on vous explique, mon coéquipier et moi. C'est une réussite économique qui irrigue notre pays, qui irrigue nos régions, nos villages et tout un pays. Si 2 exemples concrets d'entreprises françaises qu'on connaît tous ici ne vous semblent pas assez convaincants, alors qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour y croire ? Eh bien, vous dites que sans création en haut, il n'y a pas de ruissellement vers le bas. Mais encore faut-il que le ruissellement puisse aller jusqu'en bas pour que nous puissions parler effectivement d'économie de ruissellement. L'économie de ruissellement rend la croissance dépendante aux privilégiés, au lieu de la société tout entière. Donc il y a un gros problème de dépendance à cet endroit-là. Les entreprises que vous avez évoquées tout à l'heure, notamment Danone, utilisent des profits peut-être pour racheter leurs actions, mais les salaires, eux, n'augmentent toujours pas au niveau de leurs salariés. Encore une fois, la question n'est pas ici la redistribution, plus ou moins d'impôts. La question, c'est juste de savoir si l'argent qui ruisselle, ruisselle. Et donc, nous avons d'une part de l'argent qui ruisselle, qui descend des fortunes, qui descend
des richesses produites, et de l'autre côté, de l'argent qui remonte, et c'est un cycle qui s'auto-alimente. Et donc oui, si des salaires sont financés, c'est bien qu'il y a un ruissellement. Alors justement, sur la question des salaires, pourquoi est-ce que du coup la productivité qui a plus de doublé depuis les années 90 et les salaires, eux, ont augmenté que de quelques pourcents, le salaire médian? C'est pas vrai. On l'a dit tout à l'heure, en France, il y a plus de 68% de taux d'emploi depuis 2024. C'est le taux le plus haut depuis 50 ans. 4,3% d'augmentation du salaire moyen dans le privé. C'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. Oui, mais du coup, elle n'est pas corrélée à la productivité. C'est d'où le problème, c'est que là où il y a de plus en plus de productivité, les salaires ne suivent pas derrière, et donc un pouvoir d'achat qui est en train de tomber de plus en plus. Et on a plein d'exemples de crise sociale en France, on les connaît bien, depuis les Gilets jaunes, et ça s'est accentué derrière avec le Covid. Mais bref, ce qui est aussi étonnant, c'est qu'on reste pas mal sur l'exemple français, sur les décathlons. Vous faites le lien que la création de valeur est vraiment que d'en haut. Il y a une création de valeur en haut, et après c'est obligé de ruisseler. Et parce qu'il n'y a aucune création de valeur du coup derrière qui est en bas? Il peut y avoir des petites créations de valeur en bas, mais ça reste des épiphénomènes. Pour toucher à grande ampleur, il faut avoir une grande ampleur. La création de valeur, est-ce qu'elle est plus faite par ces baisses d'impôts que vous prenez, ou est-ce qu'elle est faite par derrière des subventions? Il est montré que taxer moins derrière, en fait, ça revient dans une entreprise à soit des rachats de parts, soit de l'investissement dans l'entreprise, mais ne touche pas les salaires eux-mêmes. Et ce qui fait qu'en fait la croissance au long terme est heurtée. Et ça, c'est un rapport de l'OCDE. Pas très bien compris le processus complexe, soi-disant de l'OCDE, que je ne remets pas en question par ailleurs, mais je doute fortement que quand les entreprises elles soient taxées, l'État ne redistribue pas l'argent dans la société, dans les transports publics. Bon. Quoi qu'il en soit, ça serait bien d'être honnête et de reconnaître qu'aujourd'hui, dans le public, on a certainement tous des parents ici, on est des acteurs de ce système. On est des acteurs de ce système. C'est vrai parce que dans cette salle, il y a probablement des salariés, bon, du secteur privé ou public, mais qui vivent aujourd'hui grâce aux bénéfices collectés par leur administration ou entreprise. Ça, c'est indéniable. Donc, votre salaire, le salaire de vos parents, le salaire de nos parents, c'est une part de la richesse créée par notre organisation qui la redistribue. Sans ce mouvement, il n'y aurait ni d'emploi, ni de pouvoir d'achat. C'est là où on est quand même d'accord sur pas mal de choses, déjà je voudrais dire, premièrement, sur tout ce qui est l'innovation et la création de valeur. Et la différence, c'est justement, vous en avez parlé vous-même, sur les taxes, et qu'il y a une redistribution derrière. Je suis absolument d'accord avec vous. Et d'où le problème de les baisser significativement à une échelle de la société spécifique pour aider l'autre échelle. C'est exactement ça la diffusion de l'économie de ruissellement, et qui du coup ne marche pas, parce qu'on a testé les deux. Qu'est-ce qui se passe quand on baisse les taxes en haut, et quel est l'impact in fine sur les salaires en bas, et qu'est-ce qui se passe si on subventionne directement les salaires? Et à chaque fois, on a vu sur les mini-budgets et sur plein d'autres politiques qu'en fait, subventionner en bas a plus d'impact in fine sur les salaires. Merci. Ce soir, il s'agit de regarder la réalité en face. Parce que l'économie du ruissellement, ce n'est pas une théorie de comptoir, c'est une réalité objective, observable, avec les emplois, avec l'innovation, comme on l'a démontré, qui ne ruissellerait pas sans toute cette valeur en haut. Et donc, même si vous n'y croyez pas, la théorie du ruissellement vous arrose. On nous répète que la richesse finira par se partager, parce que le riche, enfin rassasié, va donner. Mais le riche, il n'a pas faim de pain, mais de pouvoir. Et le pouvoir, lui, ne ruisselle pas. Et même au niveau des entreprises, en étant en école de commerce, on a plein de cours dessus, les profits ne reviennent pas vers les salaires, mais vers une toute autre question, rachat ou dividende. Et même au niveau de la société, la redistribution automatique ne marche pas, elle s'évapore. Et les arbitres, l'OCDE, le FMI, même eux le disent, l'inégalité est facteur et abîme la croissance. L'eau ne coule pas dans le bon sens. Merci.